souci, voilà. C'est-à-dire, enfin, on vous demande de réagir et ensuite on va vous donner la parole. Toutes les controverses sont bien les bienvenues, les pouces et les cœurs aussi. Donc, n'hésitez pas à réagir si vous avez envie de réagir et nous, l'équipe Art Formation, on surveillera vos réactions pour intervenir et couper Yannick dans son élan. Oui. Yannick, tu es Et prêt? juste Je te donne Isa, la parole. Oui, pardon, juste Isa, la confirmation que le klaxon et le QR code fonctionnent parfaitement bien. Tout y est. merci, ouais. Merci beaucoup. Moi, je ne sais pas, excusez-moi, je n'ai pas compris. Il doit se passer quelque chose quand on fait une photo? Moi, il ne se passe rien, hein. Il se passe Alors, si rien. jamais vous pouvez cliquer sur le lien qui a apparu par miracle dans la conversation. Oui, parce Vous qu'il ne se cliquez passait rien simplement non plus chez dessus. moi. Et je pense qu'il faut aller dans l'application QR code là. Parce que Ouais, sinon, voilà. quand Ouais. j'ai Ouais, une il faut photo, ça sert à Ah, rien. Martin, t'es là? Moi, j'ai pas. Voilà. Je peux demander quelque chose? Moi, j'ai mis rejoindre la formation sur Oui. Klaxoon. Après, il me demande quel frein représente pour vous le digital learning? Oui, Yannick Quel va vous frein expliquer ça représente à pour vous l'instant. voilà. Emmanuel est trop rapide, comme Non, mais pour une fois bonsoir que ça marche. Emmanuel. Pour une Pour fois que une ça fois que marche. ça marche, Pour une fois que ça bravo. marche et qu'on Ah, s'entend, c'est c'est magnifique. super, merci Bienvenue beaucoup. Emmanuel, Et ce super. soir que ça doit marcher, c'est le thème de la soirée. Donc, Voilà. Yannick. Donc, Et on va faire notre Yannick, marché. on va te donner la parole. Voilà. Merci à tous et Voilà. n'hésitez pas à nous poser des questions dans le Voilà. chat. Les si autres jamais. peuvent peut-être couper leur micro, par contre, pendant qu'Yannick parle, ce sera plus simple. Ce que je vous propose donc là, c'est de commencer par prendre le pouls, savoir un petit peu quelles sont vos représentations. Je ne sais pas du tout, moi je ne vous connais pas du tout. Donc, avant de vous parler, j'ai plein de choses que j'ai envie de vous raconter et sur lesquelles j'ai envie de vous faire réagir, eh bien, le meilleur moyen, c'est de vous donner ce pouvoir de vous exprimer. Et avec cette application Klaxoon, je vous demande de dire avec un mot à chaque fois, et vous allez pouvoir mettre plein de mots les uns après les autres, mais pas une phrase, hein, un mot. Pour vous, digital learning, c'est quoi les freins que représente le digital learning? Ça représente quoi pour vous comme frein? Eh bien là, sur Klaxoon, vous cliquez à chaque fois sur le bouton pour pouvoir taper un mot et hop, vous allez au fur et à mesure voir ce que tout le monde pense, puisque ça va se partager au fur et à mesure. Alors, si vous voulez mettre, par exemple, quand on veut écrire les aspects informels, eh bien, il faut mettre un underscore entre les mots, parce que sinon, là, c'est presque une petite phrase, ça coupe. Donc, mettez des mots au fur et à mesure, on va voir ce que vous pensez les uns les autres. Les mots qui sont les plus écrits vont sortir en plus gros. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Yannick, juste préciser, ouais, mettez plutôt un mot ou Ah, sinon faut vous mettre un mettez mot. Le Ouh là mieux, là. c'est mettez un mot. mot et un tiret et puis un autre mot pour que ça se mette ensemble. Sinon, on va pas voir vos phrases entières. Merci. Ah oui, moi j'ai mis une phrase entière, alors j'ai tout supprimé. Non, pas de phrase, des mots. Juste un mot, les uns après les autres. Les mots. Allez, on se donne une minute encore, allez-y. Chacun écrit ce que ça représente pour lui. Alors, on parle bien des freins. Hein. Allez, encore 30 secondes pour que vous soyez encore plus nombreux à vous exprimer. Bon, allez, ça c'était les freins. Je ferme ça et je vais, hop, je conclue. Et maintenant, je vous ouvre une autre question. Et cette autre question, ça va être, puisqu'on a parlé des freins, ça va être quels sont les bénéfices que représente pour vous le digital learning. Logiquement, ça s'affiche pour vous. Pour vous, c'est quoi, en quoi c'est positif le digital learning? On peut remettre le QR code, s'il vous plaît? C'est possible? Ah, c'est tout à fait possible. J'ai eu un Simon, petit... tout de suite, je m'en Si c'est occupe. possible, oui, merci. Alors, il ne sera pas en plein écran, mais il est là. Il sert à quoi, tu n'as plus le Merci. QR? Le Vous QR code, pouvez- c'est pour directement aller sur
Klaxoon, si on veut ne pas taper app.klaxoon Merci. avec le numéro de code. Ça fait le lien Impeccable. directement. Ou alors, vous avez le lien dans la conversation. Vous pouvez cliquer directement. Au niveau du chat. Une fois qu'on est dans les freins, comment on passe pour les avantages? J'ai rien dit, j'ai trouvé, c'est bon. Merci. Désolée. Ça marche, le digital learning. Oui. Alors, il y a Bon. encore des personnes Allez. qui mettent des phrases entières et c'est vrai que les phrases ne vont pas ressortir. C'est mieux de mettre des tirets entre les mots. Mais bon, ça. Ok, on voit que là, il y a un mot qui se détache hein, très fortement, le flexible, flexibilité, voilà, et déplacement, asynchrone, voilà, ça. Ok, allez, ça va. Moi, j'ai chopé plein d'informations qui m'intéressent. Donc, je vous propose qu'on arrête cette activité-là. Hop, je vais y revenir dessus maintenant. Et voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, je reviens sur le Zoom. Je vous invite à revenir sur le Zoom. Et ce que l'on va faire, c'est que moi, je vais partager mon écran et je vais aller vous proposer ce contenu de cette conférence. Je vous disais tout à l'heure que pour pouvoir comprendre de quel point de vue je m'exprime, eh bien, c'est absolument indispensable que je vous dise qui je suis de manière un petit peu plus détaillée que ce qu'a pu le faire très bien Isabelle tout à l'heure. D'abord, j'ai plongé dans le digital learning il y a presque 30 ans maintenant. Ça ne s'appelait pas le digital learning, on va voir, ça s'appelait autrement, ça s'appelait la FOAD, la formation ouverte à distance. Mais j'ai monté ma première boîte là-dedans en 1994 et j'ai été formateur depuis 1992. Je formais des ingénieurs dans la téléphonie, des ingénieurs à Alcatel et je me suis dit, c'est bien de former des ingénieurs à l'informatique, mais moi, formateur, qu'est-ce que l'informatique va changer sur moi? Et à partir de ce moment-là, j'ai plongé dans cette question autour de l'usage des technos. Je suis devenu en 2001 maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université de Rennes 2, où je m'occupais justement de la filière usage socio-éducatif des TIC. Et après avoir fait plein d'autres choses, j'ai fait beaucoup d'accompagnement à la professionnalisation. Mais un job que j'ai eu, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être. Je suis devenu le directeur éditorial et pédagogique d'Open Classrooms. Open Classrooms, c'est la plus grosse plateforme actuellement en Europe de formation en ligne, accompagnée avec plus de 3 millions d'utilisateurs. Ça, c'était de 1993 pardon, de 2013 à 2017. Et je suis parti après dans une filiale d'une grosse compagnie d'assurance qui est la Maïf, qui a monté une start-up, Starlings, dont j'étais le fondateur pour pouvoir utiliser le meilleur du digital et je me référais plusieurs fois à cette expérience-là. Et maintenant, depuis 2 ans, eh bien, je suis le fondateur de cette société Blended Learning pour laquelle j'accompagne des entreprises, des universités, des startups et tech pour construire leur stratégie digitale. C'est vraiment ce qui me passionne. Voilà. Yannick, je te coupe. Il y a une question. On nous demande si tu vas envoyer tes slides. Je vais vous fournir tous mes slides. Cette présentation, elle est déjà en PDF et vous l'aurez à la fin. Absolument. Voilà, et vous aurez aussi la vidéo de cette présentation que Eric est en train d'enregistrer et on vous enverra tout ça via le mail. Merci Yannick. Alors, le premier constat, c'est que finalement, l'éducation n'a vraiment pas beaucoup évolué depuis des siècles.
Ça, cette image-là, c'est le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. On est à la fin du 19e siècle, dans une salle dans laquelle je suis intervenu en me mettant à la place du roi, dans la loge royale, là, justement, dans une conférence il n'y a pas très longtemps. Mais finalement, regardez, vous avez un sachant qui est là, il est sur son estrade, il a son public qui est là, et il continue à parler devant un public. Mais quelque part, ce soir, je ne fais pas mieux. Hein. On a remplacé l'estrade, vous êtes chez vous, mais je suis en train de parler, et vous êtes en train de m'écouter bien sagement. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Alors, regardons quand même un petit peu comment les choses ont pu évoluer et revenons en source. D'abord, tiens, une question. Est-ce que vous savez quand est-ce que a été inventée la première formation à distance? D'après vous, ça remonte à quand? Quelqu'un a une idée, me fait une proposition là? Juste après la Deuxième Guerre mondiale? À l'invention du timbre-poste. L'invention du timbre-poste. L'invention du timbre-poste, c'est Open University. Ça vient d'Angleterre. À partir du moment où le timbre-poste a été inventé, eh bien, on a pu, à partir de Londres, envoyer les contenus des cours aux Indes pour les Anglais qui étaient là-bas. Deuxième, c'est là où Eric n'a pas si tort que ça, hein, mais en France, ça a beaucoup bougé après la Seconde Guerre avec l'invention du CNED, qui a permis de faire de la formation, de l'enseignement à distance. Voilà. Yannick, le CNED, nous, on ne connaît pas. Alors, le CNED, vous ne connaissez pas, mais est-ce que vous devez avoir l'équivalent, j'imagine, c'est le Centre national d'éducation à distance. Voilà. C'est l'enseignement, c'est le ministère de l'Éducation nationale pour toutes les personnes qui étaient à l'étranger, les personnes qui sont malades, etc. Et ça envoyait du papier et on renvoyait les cours et c'était corrigé. C'était de la formation à distance. Alors, un terme qu'on utilise beaucoup, alors je ne sais pas si vous l'avez utilisé aussi en Suisse, c'est la FOAD, la formation ouverte et à distance. Ça, on est sur les fondamentaux de pourquoi est-ce qu'on a voulu faire du distanciel. On est dans les années 90, 1990 ou 90, voilà, les années 90, où on se dit, mais ça ne va pas, on ne peut pas continuer à faire la formation comme avant. Il faut faire du distanciel. Pourquoi? D'abord parce que finalement, avant, quand par exemple on fait une formation pour devenir pâtissier, avant on avait des gens qui n'avaient aucun brevet, aucun diplôme et qui venaient faire pâtissier. Maintenant, ceux qui viennent faire pâtissier, mais il y a plein de gens qui ont déjà des masters, qui ont déjà fait plein d'autres choses. On ne va pas les former de la même manière que ceux qui viennent alors qu'ils n'ont même pas le niveau, le niveau du bac. Donc, il y a des besoins d'individualisation. Les profils sont différents, les prérequis sont différents, les objectifs sont différents et les manières d'apprendre sont différentes. Donc, faire de l'individualisation, alors que quand on le fait dans le présentiel avec le même discours pour tout le monde, ça ne marchait pas, ça. L'autre raison, évidemment, la limitation des coûts de déplacement, parce que si on regarde dans la formation professionnelle, très souvent, les coûts de déplacement, d'hôtel, de restaurant sont bien supérieurs aux coûts du formateur. Et que si on veut que ça bénéficie à plus de monde, il faudrait peut-être limiter les temps de déplacement et les coûts de déplacement. Yannick, il y a Bruno Parent qui disait du fait de la perte de terrain de la francophonie. Une des raisons pour lesquelles on fait de la formation à distance. Je ne sais pas si, Bruno, tu veux réagir ou expliquer ton propos. Je me disais aussi que dans les années 90, la francophonie avait perdu du terrain et que la France a eu quand même une démarchage de dire on prend des étudiants qui doivent faire le service militaire, on les envoie en Afrique et puis après on fait des contacts entre les universités, passer le message de la francophonie. La formation était aussi un outil pour la France sur ses colonies. Ah mais c'est bien, hein. Je saisis la balle au bon et pensez tout à l'heure à me redonner, à me rebrancher là-dessus parce que c'est un de mes chevaux de bataille. EdTech et francophonie, moi en tant que coprésident de EdTech France, c'est la chose sur laquelle je me bagarre et sur laquelle plutôt je vais aller lancer plein d'initiatives
la langue française sera bientôt la première langue parlée au monde d'ici 15 ans. L'enjeu entre la tech et le Maghreb et l'Afrique noire est absolument clé et tout va se jouer autour de la formation, de l'enseignement et donc des tech. Donc, on en reparle tout à l'heure, c'est vraiment, ça me tient très, très, très à cœur. Et donc, la question du passage à l'échelle est fondamentale. Pouvoir aller former non plus, j'ai quelque chose à dire, plutôt de le dire à 20 personnes, si je peux le dire à 2000, à 200 000, ça change tout et c'est un vrai enjeu. On a, à la fin des années 90, on a pu parler de FOAD, on a parlé de e-learning. On a parlé de e-learning avec l'arrivée de tout un tas d'outils informatiques. Pourquoi? Parce que dans la formation ouverte à distance, je vais vous dire une chose, par exemple, moi, j'accompagnais les chambres des métiers pour aller former tout le monde avec ce qu'on appelait des centres de ressources. Un centre de ressources, c'est un endroit dans lequel il y avait des classeurs, dans lequel il y avait des CD-ROM, dans lequel il y avait un animateur qui accompagnait des gens qui venaient se former sur plein de choses différentes. Un, il venait se former sur Excel, l'autre sur Word, l'autre sur la compta, et chacun utilisait des ressources. Et il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas d'Internet, ce n'était pas le problème. Mais il y avait un centre de ressources et on venait se former. C'était à distance parce qu'il y avait déjà le fait que la formation était sortie des centres de formation. On les mettait un petit peu partout. On les mettait dans les mairies, on les mettait dans les bibliothèques, on les mettait un petit peu partout, au plus près des apprenants. Fin des années 90, à 90, on arrive avec le e-learning. Et là, pour le e-learning, c'est quoi? C'est le développement d'Internet. On va mettre des ressources en ligne et on va dire, c'est génial, les gens vont pouvoir se former. On va aller leur mettre des catalogues et des catalogues de formation, leur diffuser ça. Ils vont pouvoir se former sur tout. Le problème, c'est que le e-learning, après maintenant 20 années d'expérience et de retour, ça ne marche pas. Et là, je ne vais pas me faire que des amis, mais au moins, ça me permet de dire là où je vais. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? D'abord, il n'y a pas d'individualisation. La promesse qu'il y avait, qui était chacun va pouvoir apprendre à son rythme, de sa manière, avec des contenus différents, mais non, le e-learning, c'est tout le monde dans la même chose. C'est tout le monde doit aller se connecter sur le serveur de l'entreprise, tout le monde va se prendre le même contenu et il y a zéro individualisation. Il y a, pardon, hop, je me suis trompé de bouton, quelque chose qui est absolument fondamental, c'est que ces situations, on se retrouve devant son écran tout seul, ces situations d'auto-formation, c'est vécu comme de l'auto-abandon. On est seul à apprendre. Or, il n'y a que très peu de personnes qui soient capables d'apprendre tout seul. On en reparlera tout à l'heure parce que c'est un des très, très, très gros problèmes de tous les dispositifs qui utilisent le digital. Du coup, Yannick, pourquoi on n'arrive pas à apprendre tout seul, en fait? C'est quoi les mécanismes? Eh bien, c'est que l'homme est un animal social. Et pour apprendre, nous avons besoin d'apprendre avec et par les autres. Nous, tout ce qui est, mais c'est inscrit dans notre ADN, nous apprenons dans l'imitation, nous apprenons dans le miroir, nous apprenons dans les interactions avec les autres. Si on nous prive de ça, eh bien on se retrouve à faire appel à une compétence qui est un prérequis indispensable, qui est ce qu'on appelle l'autodidaxie. L'autodidaxie, c'est cette capacité que l'on a et que certaines personnes ont à pouvoir apprendre seul. Un pourcentage, il y a a priori dans toutes les populations, grosso modo, 5 à 6% de personnes qui sont capables d'apprendre seules. Les autres ne peuvent pas apprendre seules, elles ont besoin de l'interaction avec les autres. On va en reparler longuement dans ce qui va venir. Et du coup, il y a Patrick Auzer qui dit qu'à l'école, on n'apprend pas à apprendre seul, mais on apprend à écouter les profs. Bien sûr, on n'apprend pas à apprendre, on apprend juste à écouter et ça fait partie justement de ces compétences qui sont non développées et sur lesquelles les choses vont forcément être amenées à changer. On va reparler aussi des compétences transversales, forcément. Troisième chose, le e-learning, vous mettez ça à un collaborateur dans l'entreprise,
Et je dis, mais attends, c'est quoi votre truc là? Avant, moi, j'étais content d'aller en formation, je retrouvais mes collègues, ça me permettait de sortir du bureau, au moins on allait manger au restaurant, on allait peut-être à l'hôtel quelque part, on se déplaçait. C'était une récompense de partir se former. Et là, maintenant, on me dit, bah, c'est fini la récompense. Là, maintenant, va te trouver une demi-heure ou une heure sur ton temps de travail pour aller te former. Tiens, bah, plutôt ce midi, plutôt d'aller manger, va te former sur le e-learning qu'on t'a mis, parce que c'est obligatoire. Euh, c'est super charmant. Hein. Qu'est-ce que c'est motivant. Donc, forcément, on se dit, mais c'est juste de la sous-formation ce qu'on va nous proposer. Et donc, on n'en veut pas. Yannick, c'est vrai ce que tu dis, et quid des mesures d'accompagnement, justement? Ah ben, alors, justement, on va en parler. Mais forcément, je fais un constat qui est très, très dur, parce que justement, je vais vous prouver après qu'on peut faire des choses extraordinaires à condition de mettre les moyens, à condition de construire des dispositifs, à condition de faire, et un des mots-clés que je vais vous donner, qui est de l'ingénierie de formation. Je ne parle pas d'ingénierie pédagogique, on parlera, ce n'est pas la même chose, de l'ingénierie de formation, de construire des dispositifs pour pouvoir Alors, justement faire que tout ça ne se passe pas. je me réjouis que tu expliques la différence entre ingénierie de formation et ingénierie pédagogique, mais il y a une question de Chris Béguin de Ask4 qui nous demande si on peut imaginer une forme de classe inversée et en ligne. Mais évidemment, mais on va en parler de tout ça. Ok, d'accord. Et il y a encore une question, une remarque d'Emmanuel qui dit on apprend par imitation, comme l'a dit Yannick, comme le philosophe R. Richard, que je ne connais pas également. Mais oui, mais ça, on le retrouve de manière anthropologique dans dans beaucoup, beaucoup d'espèces. Hein, et l'homme n'y échappe pas. Hein, et tous ceux qui ont des enfants, on sait ô combien c'est un élément fondamental dans tous les premiers apprentissages hein, aussi, cette Le imitation. mimétisme. Et le mimétisme, absolument. Alors, je passe à quelque chose très vite. Dans les années 2000, est arrivé le knowledge management. Ça rappellera peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Le KM, le knowledge management, c'était cette idée très importante de se dire, wow, dans les entreprises, il y a des collaborateurs qui savent plein de choses. Ils vont partir à la retraite ou ils vont partir ailleurs, ils vont partir avec leur savoir. On ne peut pas, il faut qu'on capitalise ça absolument. Comment faire? Alors là, à ce moment-là, on a monté des usines à gaz, des plateformes qui coûtaient des millions d'euros, de francs à l'époque, où il fallait que des gens rentrent les données dans les bases de connaissances pour qu'après, quand quelqu'un se posait une question, ça puisse aller taper dans la base de connaissances. Tout ça, ça a été évacué par l'arrivée de Google, puisque les algorithmes de Google, les moteurs de recherche de Google ont intégré cette capacité à pouvoir aller rechercher de l'information sans avoir besoin de l'indexer en mettant des tags pour dire toutes les choses auxquelles se référait le savoir. Mais ça a été important quand même, parce que ça a permis d'amener cette idée que dans l'entreprise, il y a aussi des gens qui savent des choses, et que ce ne serait peut-être pas idiot de s'en servir et de ne pas oublier d'aller valoriser ce qui se passe là-bas. Et sont arrivées les plateformes de réseaux sociaux d'entreprise, le RSE. Alors, je ne sais pas si pour vous ensuite, vous avez la même confusion de termes, c'est que pour nous, le RSE, dans les années 2008-2010, c'était réseau social d'entreprise, c'était la grosse révolution. Parce qu'enfin, on donnait la parole aux collaborateurs, ils pouvaient s'exprimer. Et on s'est dit, mais en même temps, s'ils peuvent s'exprimer, ils peuvent aussi aller marquer leurs bons tips, leurs trucs, leurs astuces, pour que quand d'autres cherchent quelque chose, ils puissent aller chercher de l'information. On va pouvoir s'apprendre comme ça entre pairs. Maintenant, le RSE, ça ne veut plus que dire la responsabilité sociale et environnementale. Mais bon, c'est pas grave, c'était le même acronyme. Donc, dans cette fin des années 2000, arrive cette dimension du social learning très, très importante. On se dit vraiment, ouais, arrêtons de croire que les gens peuvent apprendre seuls. Le knowledge management, c'est important. Les outils collaboratifs, tous les outils de Google qui permettent de travailler ensemble pour écrire, pour produire, pour revoir des documents, les outils tels que Klaxoon pour pouvoir faire de l'idéation, pour aller inventer ensemble, tout ce qui va permettre de faire des connexions avec les uns et les autres, eh bien, ça a transformé cette notion, on vit ensemble, on travaille ensemble les uns avec les autres dans l'entreprise et on apprend ensemble. Ça, c'est fondamental. Et du coup,
ça devait forcément avoir un impact sur la manière d'apprendre. Et cet impact, cette transformation, elle s'est faite avec la révolution des MOOC. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas ce que c'est qu'un MOOC? Il faut quand même que je pose la question. Que ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un MOOC lèvent la main, que je sache, comme ça, je reviendrai sur ça ou pas. Mais je pense qu'on va prendre le... On n'a pas de réaction. Donc on va prendre l'hypothèse que tout le monde sait ce que c'est maintenant. Alors, je vais quand même essayer de repartir des innovations. C'était quoi les innovations? 2012, premier MOOC, et le premier arrivé en France est arrivé avec l'Institut des mines télécom, avec 4 personnes que j'aime beaucoup, qui sont pour certains des anciens collègues, dont Annie Gézégou, qui est une vraie grande experte de ces questions d'auto-formation, de ces questions de la motivation, on va en reparler, et qui est maintenant professeure d'université et directrice de laboratoire de recherche à Lille. Les innovations dans les MOOC, c'est d'abord parce que c'est réellement massif. On va pouvoir aller toucher des quantités de personnes juste incroyables. Par définition, normalement, en dessous de 500 personnes, ce n'est pas un MOOC, ce n'est pas massif. J'ai mis 100 000 apprenants, mais il y a des MOOC que nous avons fait à Open Classrooms dans lesquels je pense maintenant on doit frôler le 1 million de personnes qui se sont formées avec ce MOOC. D'accord? Parce que c'est dans la durée. Parce qu'il y a aussi autre chose. Le deuxième O, c'est ouvert. Ouvert, ça veut dire ouvert tout le temps. C'est pour arrêter de donner une contrainte et de dire, ben non, le début du master, c'était il y a 3 mois. Ben revenez au semestre prochain. Ben non, se former tout au long de la vie, ça veut dire pouvoir se former à tout moment sur toutes les questions. C'est fondamental. C'est aussi online, normalement, à l'origine, c'est gratuit, ouvert à tous, pour qu'on puisse apprendre à son rythme. Alors, il y a eu beaucoup de déformations là-dessus, parce que beaucoup de MOOC ont été faits finalement en étant contraints dans le temps, et où finalement, ben, moi, je voulais le faire en 3 jours, alors que ça se fait en 3 semaines, et ben non, on m'a contraint de le faire en 3 semaines. Normalement, dans l'essence même, ça aurait dû pouvoir rester toujours, chacun à son rythme, avec ceux qui vont y investir leur temps complet et ceux qui le font au fil de l'eau de leur travail. Et le dernier élément, eh bien, c'est que ce sont des cours. Donc, ça doit pouvoir être soit certifiant, soit diplômant, et avec une autre caractéristique de ce qui fait un cours, donc une formation, ce sont des activités pédagogiques pour pouvoir apprendre, pour pouvoir assurer le transfert entre de la connaissance et au moins de la capacité, et ça au travers d'activités multiples qui, à défaut, on en parlera tout à l'heure, peuvent être des quiz, et souvent, et à l'origine, peuvent être avec des corrections entre pairs, c'est-à-dire que l'on va changer de rôle, on apprend, mais on va être aussi amené à aller corriger ce que font les autres. Et là-dessus, quand même, je ne veux pas louper d'aller faire une connexion en remontant quasiment un siècle en arrière. Quand on parle de correction entre pairs, une des premières personnes, un des premiers très grands pédagogues, je ne sais pas s'il est connu en Suisse, mais il est juste fondamental en France, eh bien c'est Célestin Freinet. Célestin Freinet, dans les années 1920, a théorisé, mis en pratique, non seulement la pédagogie active, mais la correction entre pairs. C'est-à-dire, il y a un exercice à faire, tout le monde va le faire, et ceux qui ont terminé vont pouvoir après changer de rôle et aller corriger ce qu'ont fait les autres. Parce qu'on se rend compte qu'on apprend plus en corrigeant les erreurs des autres qu'en ayant fait même soi-même l'exercice. Que cette interaction en se changeant de rôle fait qu'on passe d'une posture passive à une posture totalement active. Donc ça, rien de nouveau. On n'est pas dans des inventions, mais là, d'aller le mettre dans du digital, ça changeait beaucoup de choses. Ça, c'est la révolution MOOC, avec une énorme promesse, avec des grands acteurs qui viennent de se mettre en place, Coursera, Udemy, donc en France, principalement Open Classrooms, YouKnow aussi, voilà, tout un tas
d'entreprises qui très vite vont évoluer dans leur positionnement et dans leur offre aussi. Vous ne trouverez plus jamais le mot MOOC sur la plateforme d'Open Classrooms, par exemple. Alors pourquoi? Ah tiens, une illustration, voilà, pour moi, voilà ce que c'est qu'un MOOC, voilà ce que c'est que des extraits de vidéos dans ce que j'ai produit lorsque j'ai monté Starlings avec Sciences Po Paris en faisant une formation pour les managers, manager à l'ère du digital, où, par définition, nous avons utilisé de la vidéo, mais absolument pas de vidéo en studio. Parce que si faire un MOOC, c'est mettre un sachant devant la caméra qui parle à un prompteur sur un fond vert, je m'excuse, mais c'est pas très innovant. Et quelle différence il y a entre le prof du CNAM, les 2 siècles d'avant, qui était devant son amphithéâtre, avec des gens bien sages assis dans l'amphithéâtre, ou là, le prof devant son prompteur et sa vidéo, avec des apprenants qui sont quelque part, n'importe où autour du globe, derrière leur ordinateur. Il n'y en a pas de différence. Si on utilise la vidéo, eh bien, il faut que la vidéo, elle apporte l'essence même de la vidéo, de l'émotion, de la mise en situation, des choses qui ne peuvent être montrées qu'avec de la vidéo pour pouvoir apporter ce que donne le média vidéo. Sinon, un papier, ça marche très bien. Des caractères écrits, ou alors, on va en reparler du podcast, ou alors une image, ou alors du motion design avec du dessin animé. Mais si on choisit un média, il faut qu'on se serve de la puissance de ce média. Et là, quand je parle de ça, je parle de l'ingénierie pédagogique. Ça, c'est de l'ingénierie pédagogique. Construire une ressource, la structurer sous forme de modules avec des objectifs, des sous-objectifs, en ayant défini ses prérequis, en ayant construit les activités pédagogiques qui vont permettre de mesurer l'atteinte des objectifs ou qui vont permettre d'assurer le transfert dans la situation professionnelle. Choisir les bons médias en connaissant de manière fine quelles sont les contraintes, avantages, bénéfices, rapports coût-effort aussi, parce qu'attention, c'est pas la même chose de faire de la vidéo ou de faire du texte. Tout ça, c'est de l'ingénierie pédagogique multimédia. C'est être un learning designer. Yannick, il y a une question de Thierry Piguet. Tu veux prendre la parole, Thierry, pour poser ta question par rapport à… Merci Isabelle. Alors tout ça, c'est super intéressant. J'ai un peu de peine à comprendre. J'ai jamais essayé le MOOC. J'avais essayé le e-learning il y a quelques années. Effectivement, c'est pas très captivant. Mais vous aviez dit que justement la problématique, c'était cette espèce d'auto-formation dans laquelle ou à cause de laquelle on arrivait à cet auto-abandon. Alors, quelle est la différence avec le MOOC? Moi, j'ai l'impression qu'on est aussi seul face à un contenu qui est peut-être certainement mieux fait avec les technologies actuelles et puis ce qu'on peut y mettre au niveau visuel, mais on est quand même, on choisit le moment, on est seul face à ce contenu et voilà, on fait un peu de l'autodidaxie comme vous le disiez. Merci beaucoup Thierry. C'était la transition que j'attendais. La face cachée des MOOC, c'est quoi? C'est que finalement, il y a zéro interaction quasiment. Si, allez, on a mis un forum et on dit aux gens, allez, vous pouvez poser des questions et vous aurez quelque part, à un moment donné, des réponses, mais il n'y a quasiment aucune interaction sociale. Finalement, le format pédagogique traditionnel, il est resté exactement le même. On est dans du descendant de la formule et il ne se passe pas grand-chose. Les apprenants sont totalement passifs et ils restent seuls. Oui, ils restent isolés. On est toujours confronté à la même situation d'être abandonné dans son parcours de formation et avec des activités pédagogiques, excusez-moi, mais qui sont réellement catastrophiques la plupart du temps. C'est-à-dire que l'on met des quiz pour aller mesurer la rétention d'un savoir 10 minutes après avoir balancé le savoir, là où on sait tous maintenant, parce qu'on est tous un peu éclairés avec les neurosciences, que de toute façon, ce qui a été évalué à chaud
un mois après, il en restera rien. D'accord? Du coup, Yannick, ce que tu dis, c'est que finalement, avec les MOOC, on a peu intégré de pédagogie freinée et Ah, de correction entre les pairs. rien du tout. Rien du tout, parce que la promesse était forte, mais finalement, ils sont très très peu à l'avoir réellement intégré. Je vais aller mettre de l'eau dans mon vin après et je vais vous dire, voilà, il y en a quand même qui font vraiment du boulot et il se passe des choses absolument géniales, heureusement, heureusement. Mais oui, le constat, il est que très souvent, eh bien, on a repris les mêmes catastrophes que dans le e-learning, à savoir construire des dispositifs dans lesquels ce qui nous importe, nous, commanditaires, service formation d'une entreprise, c'est de pouvoir prouver que tout le monde a suivi la formation, que tout le monde a réussi la formation, parce que c'est conformité, compliance, c'est cybersécurité, etc. Je dois prouver à mes autorités supérieures que tout le monde est raccord. Ce n'est pas de la formation quand une formation est obligatoire. Surtout dans ces conditions-là, où je vais mettre en place un système pour simplement rendre compte que tout le monde est conforme. Mais les gens, est-ce qu'ils sont compétents? Pardon, vous avez dit quel mot? Compétent? Ça veut dire quoi, compétent? Ça veut dire qu'ils sauraient utiliser ça au quotidien dans leur pratique? Bon. Mais rien de ce qu'on vient de parler là ne permettrait d'aller ni développer de la compétence, ni encore moins d'aller la mesurer. On va en reparler tout à l'heure. Donc, on arrive maintenant à 2000. Il y a juste une réaction de Corinne, Corinne Nathalie, qui dit l'être humain a l'art de faire more the same plutôt que innover. Donc, de refaire la même chose plutôt que d'innover, effectivement. Oui, mais c'est certain, parce que ne serait-ce que par la résistance au changement, on préfère toujours un système qui ne marche pas très bien, mais qu'on connaît bien, plutôt que d'aller tout casser pour aller faire quelque chose de neuf. Hein. Ça, c'est aussi pas mal dans la nature des organisations, des systèmes et de l'humain. Hein, ça. Mais bon, c'est ce qui fait aussi tout le sel de ceux qui osent aller un petit peu bousculer ça. Alors, on arrive maintenant à 2020. Arrive, ça y est, la panacée, la classe virtuelle. Voilà, on a, avec la crise sanitaire, trouvé la solution. Eh bien oui, on nous a dit du jour au lendemain, plus de présentiel. On a donc compris que l'on devait, et en plus, je ne sais pas si en Suisse, vous avez eu les mêmes mots qui ont été donnés par les gouvernants, mais ils ont dit, la priorité, c'est la continuité pédagogique. D'accord? Il faut assurer la continuité pédagogique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire continuez à faire ce que vous faisiez avant, mais maintenant, faites-le en utilisant Zoom, Google Meet et tout, et changez rien, hein, surtout. Hein. Et là, on découvre que c'est fabuleux. On va pouvoir faire la classe virtuelle, qu'on va pouvoir continuer à faire le cours qu'on faisait avec la salle, avec ses mômes, avec ses adultes, avec ses ados, ce qu'on veut. On fait la même chose, ils sont en ligne et on fait son truc. Alors, le pire, c'est qu'en plus, ça a marché. Ça a marché un peu. C'est-à-dire que là, tous ceux qui se sont lancés là-dedans, qu'on découvre ça, ils se disent « Waouh, c'est génial, il y a un outil, c'est super, c'est Zoom. » Et en plus, on arrive même à diffuser à plein de monde. Et en plus, c'est même gratuit, etc. Mais ça y est, on fait tous du digital. On est tous tombés dans le digital learning. C'est génial. Et que les apprenants, ils se disent « Waouh, c'est génial, je peux bien rester chez moi et je peux continuer à me former comme ça. » C'est rigolo au début, hein. C'est rigolo au début. Et là, quand on commence à s'enquiller les journées de formation, là, on se dit « Mais c'est pas possible. Mais attendez, c'était ça la promesse du digital? C'est ça le digital learning ?» Eh ben, merci. Si c'est ça, plus jamais. Vivement que la crise sanitaire soit finie, vivement qu'on revienne au bon présentiel et aux bonnes classes de formation comme on connaissait avant, parce que ça, là, merci. Avant, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je sais ce que c'est. Et alors, ça se fera sans moi, parce que ça, c'est même pas la peine. Alors, regardons un petit peu là-dedans. Et j'en profite quand même pour voir ce qui s'est passé. Et je vais venir chercher des informations sur ce qui s'est passé même chez vous en Suisse. Yannick, juste il y a une remarque d'Avelino Lopez qui dit, mais dans les MOOC, hein, il est revenu, la question
date d'un petit peu. Est-ce qu'il y a eu vraiment des MOOC qui ont apporté une plus-value, une certification ou qui ont démontré que des gens étaient compétents après un MOOC? Est-ce que tu as un exemple Oui, bien peut-être? sûr. Oui, bien sûr. Et je vais vraiment vous redonner plein de choses hyper positives par rapport à ça. Quand je vais vous dire, on va, là, dans un instant après, je vais vous dire, c'est quoi les choses à pas louper en termes d'ingénierie de formation. Et je vais mettre l'accent sur tout ce qui fonctionne bien. Bien sûr, je vais répondre à ça. D'accord? Une Merci. étude, une enquête qui a été faite en Suisse. Je vous mets tout de suite la source, elle est là. La Fédération suisse pour la formation continue, c'était fait début février sur ce qui s'est passé sur l'année 2020. 56% des formations continues ont été annulées. Les ventes pour le chiffre d'affaires des organismes de formation, moins 28%. Tous les prestataires qui font de la formation, eh bien, il y en a 85% qui ont basculé directement sur Zoom ou sur Teams. Et quand on interroge les OF sur ce qu'ils prévoient de faire, ils disent, vous savez, moi, ok, j'ai compris, hein. Maintenant, à partir de maintenant, je vais utiliser le digital pour 80% de mes formations. Mais attention, regardez à droite, 49% des organismes de formation disent que la crise sanitaire les a obligés à basculer sur du distanciel. Ça c'est un chiffre qui, lui, vient de France. On va aller plus loin. On va regarder ce qui s'est passé après. Comment est-ce que les gens se projettent? Comment est-ce que les responsables des organismes de formation se projettent? En France, on voit que 2 fois plus d'organismes de formation ont basculé sur des modalités à 100% online. Donc, là, on se dit, waouh, mais attends, ça va être énorme, ça. Et ça va vraiment changer l'offre de formation. Attention, aujourd'hui, il n'y a que 31% des organismes de formation qui fonctionnent 100% online. D'accord? Malgré tout ça. 30% des organismes de formation disent on va être à 100% sur le distanciel. C'est donc, on est vraiment sur ceux qui n'y sont pas allés à 100% disent de toute façon, on n'ira pas. Et on va s'intéresser au pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas y aller comme ça. Parce que 60% disent non, ce qu'on va faire, c'est du blended learning. Je vais revenir sur le terme, hein, blended learning, formation mixte. Et tout simplement, c'est aussi le nom de ma société. Pourquoi? C'est prendre le meilleur du digital, prendre le meilleur du présentiel. Ce n'est pas digital versus humain, c'est le digital et l'humain. Ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et on va en reparler beaucoup. Du coup, Yannick, il y a Maryse Gabet qui voulait faire une remarque justement par rapport aux approches du MOOC. Et Maryse, est-ce que vous voulez prendre la parole? Merci Isabelle. Oui, c'est exactement ce que vous venez de dire Yannick. En fait, nous, au Crédit Suisse, on est en train justement d'apporter une approche MOOC, mais un peu personnalisée, qu'on appellerait peut-être les blended MOOC, où en fait, ce qu'on aimerait, c'est utiliser tous les avantages du MOOC, avec tout l'aspect ouvert, simple, attractif et collaboratif, en créant de la collaboration, de l'apprentissage collectif. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, un MOOC est possible si on l'adapte, si on le transforme un petit peu aux besoins d'aujourd'hui, à savoir des parcours de formation avec de l'apprentissage collectif, en créant des groupes d'apprenants qui apprennent ensemble, qui ont des challenges ensemble, qui apprennent en s'amusant, qui échangent sur leurs modules et qui ont régulièrement des séances, par exemple, de débriefing. Moi, j'appelle ça des pit stops, comme en Formule 1, où ils peuvent voir des experts d'un tel sujet ou échanger avec d'autres experts pour se faire même coacher, etc. Et c'est ce que vous venez de dire à l'instant, donc je suis contente parce que je suis en train de travailler sur ce projet et je vois que je vais dans la bonne direction. Et bien, vous allez voir, je vais vous parler maintenant, dès que je vais avoir fini juste ce focus sur la crise, je vais vous parler justement des piliers des conditions qu'il faut réunir pour pouvoir faire des choses qui fonctionnent parfaitement. Et après, je vous donnerai les tendances d'évolution du marché. D'accord? Voilà les 2 points sur lesquels je vais maintenant intervenir. Alors, dernier élément sur le focus,
qui est extrêmement important. Et là, je vais utiliser des mots que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'utiliser, mais qui, pour moi, sont fondamentaux. Je vous disais tout à l'heure, les apprenants, ils ont des objections solides maintenant vis-à-vis du digital. Avant, beaucoup ne connaissaient pas. Maintenant, ils savent ce qu'ils connaissent et ils disent, ben non, si c'est ça, j'en veux pas. C'est une catastrophe pédagogique d'aller faire de la classe virtuelle. Et il y a eu une absence d'anticipation de la part d'énormément d'organismes de formation, de services formation dans les entreprises. Regardez maintenant ce diagramme que vous avez à côté. C'est extrêmement important. Vous avez dans la ligne bleue la ligne des dispositifs de formation sans tutorat, sans mentorat, sans accompagnement. D'accord? Et la ligne marron est la ligne des dispositifs dans lesquels on a mis du tutorat et du mentorat. Et qu'est-ce que vous avez? De 0 à 100% dans l'abscisse horizontale, vous avez le taux de complétion. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, le taux de complétion, c'est combien de personnes sont allées jusqu'au bout. D'accord? Juste avant de commenter ça, je vous redonne un chiffre. Dans les plateformes de MOOC, des plateformes qui font du MOOC mis à disposition comme ça, c'est comme sur la plateforme de e-learning, vous avez entre 5 et 8% de personnes qui vont jusqu'au bout des formations. Même s'ils payent sur One Classrooms avec un forfait qui nous donne le droit d'aller avoir tout un tas d'avantages, y compris de la certification, il n'y en a que 20% à aller jusqu'au bout. Dès que l'on met du mentorat, on va faire passer ce chiffre-là à au-dessus de 80%. D'accord? Là, qu'est-ce que l'on voit? Le taux de complétion. Combien de personnes sont allées jusqu'au bout d'un dispositif digital de formation? Eh bien, 50% ne vont pas avoir dépassé plus de 10% de la formation. Alors que si on a mis de l'accompagnement humain, on a 65% des personnes qui sont allées au-delà de, pardon, on a 60% de personnes qui sont allées au-delà de 65% de la formation. Donc, on n'est pas sur des petits effets, hein, c'est juste massif. Donc, tout dépend si vous êtes vendeur de contenu ou si vous mettez du côté des apprenants et des responsables formation dans les entreprises. Si vous, ce qui vous importe, c'est que les gens aillent jusqu'au bout des formations et développent de la compétence, eh bien, vous comprenez tout de suite que vous ne pouvez pas adhérer à des logiques de digital dans lesquelles il n'y a pas d'accompagnement. Alors, cette transformation, c'est le dernier grand point que je veux vous commenter, dans les très grandes transformations qu'il faut garder en tête, et ça va vous bousculer, vous, en tant que formateur, responsable formation et autres. Pendant toutes les années qui ont précédé, les dizaines d'années depuis qu'on fait de la formation, ce que l'on vend, c'est du temps de formation. On vend de la journée de formation, on vend de l'heure de formation, on vend de la semaine de formation. C'est fini ce temps. Si maintenant, moi, qui suis acheteur de formation dans mon entreprise, vous me proposez un système qui va permettre de consommer peu de temps et qui va être très efficace, je suis prêt à le payer plus cher, votre système de formation. D'accord? Donc, aller vendre de la formation par du temps de formation, ça ne marche plus. D'accord? D'ailleurs, Yannick, il y a une question. Est-ce que les mandants investissent dans les mesures d'accompagnement dans ton expérience? Ah ben, oui, justement, ben on va en parler. Tu vas en reparler, ouais. On va en parler à fond. Les réformes de financement, alors ça c'est très français, hein, mais vous savez peut-être en France, il y a les entreprises sont obligées de cotiser à des systèmes de répartition des fonds de formation. C'est un écosystème qui grenouillait. Tout le monde fonctionnait comme ça. Il y avait des catalogues de formation, les entreprises payaient de façon globale et après, elles étaient remboursées. Est-ce que c'était efficace ou pas? On s'en fiche complètement. Maintenant, c'est fini ce temps-là. Maintenant, si on achète de la formation, on veut qu'elle soit utile. Et pour qu'elle soit utile, on veut pouvoir mesurer le ROI, le retour sur investissement. La formation, c'est comme des machines. Si j'achète une machine pour produire plus, je veux bien payer cher cette machine parce que je sais que ça va me permettre de rapporter plus après en production. Si la Yannick, une question du chat, pardon, je te coupe la parole ici, Cognac G. Est-ce que c'est possible de définir cet accompagnement, de décrire ce qu'il y a à l'intérieur selon toi? J'ai bien, évidemment, je vais à fond là-dessus. Merci beaucoup. Je vais tout dérouler ça.
Le ROI de la formation, c'est être capable de parler métier avec le métier, de dire c'est quoi votre problème? Vous avez des vendeurs qui ne vendent pas beaucoup? Ok. Comment est-ce que vous mesurez combien est-ce qu'ils vendent? Ok. Moi, je suis prêt à vous mettre en place une formation de développement des ventes et on va mesurer au fur et à mesure l'impact que ça a sur le taux journalier de vente de vos équipes. Et si ça rapporte plus, vous me payez plus, d'accord? Si ça rapporte moins, ben vous ne me payez même pas parce que ça veut dire que je n'ai pas fait mon job. Ok? Donc, je parle métier, je ne parle pas ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, quoi que ce soit. Je parle métier à des gens qui sont mes commanditaires et qui disent « Ok, aidez-moi sur une montée en compétences mesurables, c'est-à-dire ces indicateurs clés de performance, ces KPI que l'on aura posés au niveau du métier. » Et là, à partir de ce moment-là, on s'ouvre des champs extraordinaires pour aller former les collaborateurs dans les entreprises. Yannick, tu peux juste donner la définition du ROE, s'il te plaît? Le ROI, c'est ROE. Return on Investment, le Ah oui, retour non. sur investissement. Ok, alors je ne sais pas pourquoi Eric demandait qu'est-ce que c'est le ROE. Quid du ROA, c'est le retour sur investissement émotionnel sur les compétences sociales. Voilà. Alors, j'arrive tout de suite. Maintenant, je vous ai amené des réponses. Maintenant que je vous ai fait peur, maintenant que je vous ai dit tout ce qui ne marche pas et tout ce qu'on ne peut plus faire comme avant, je vais essayer de vous dire, allez, voilà où on va. Il est 23, allez, je suis efficace. D'abord, les modalités hybrides du blended learning. Prendre le meilleur du présentiel, par exemple, en regroupant les gens. Parce qu'on a besoin, si on va faire travailler des gens après à distance, de faire au moins qu'il y ait un kick-off dans lequel les gens vont se connaître, dans lequel ils vont mettre un visage, dans lequel ils vont mettre une émotion. On ne rassemble pas les gens pour leur dire, pour leur apprendre quelque chose. Non, non, on les rassemble pour leur faire vivre quelque chose. On va aller bouffer quelque part, on va aller se mettre dans un endroit qui n'a rien à voir d'une salle de formation classique, terne et triste. On va aller dans un endroit dans lequel on va créer de l'émotion. L'émotion, c'est le carburant de l'apprentissage, d'accord? Donc, on la met tout de suite, l'émotion. Avec des intervenants exceptionnels. Allez, on va faire une classe ouverte le premier jour. On va en venir quelqu'un qui est un super grand témoin, quelqu'un qui va amener son enthousiasme, qui va amener son savoir, parce qu'il va leur faire vivre un truc, ils vont dire « Waouh, j'étais avec un tel, et ça, c'était chouette ». Avec un impact d'événementiel, parce qu'on l'a mis en scène, parce qu'on a fait que c'est un truc qui va rester, et qui fait que on sait que ça nous a embarqués dans le train tout de suite, et qu'après, même si on est à distance, on aura vécu un truc, on aura envie d'aller au bout. Avec cette force de l'émotionnel, de la convivialité, avec pourquoi pas aussi des ateliers de mise en pratique, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à distance et qu'on ne peut pas faire en digital. Et quand on va faire revenir tout le monde dans un endroit pour leur faire faire un truc, c'est parce que ça ne peut pas se faire autrement que de le faire mettre en pratique. Et évidemment, on va prendre aussi toute la puissance du digital learning, c'est-à-dire ces médias hyper attractif, à condition d'avoir utilisé la vidéo pour ce que ça a de bien, le motion design pour ce que ça a de beau, le son pour ce que ça a de bien fini, etc. Parce qu'on aura mis la puissance, on va y revenir, du digital learning sur des modes d'apprentissage différents les uns des autres, en utilisant une notion forte, l'ancrage mémoriel. On va y revenir dessus tout à l'heure. Mais les neurosciences ont apporté une connaissance qui permet maintenant d'aller lutter contre la déperdition de l'information et faire utiliser de l'ancrage mémoriel, eh ben, c'est se garantir que les gens vont maintenir un niveau de connaissance de 80% et non pas de 20% un mois, 2 mois, 3 mois après. C'est après aussi, évidemment, d'aller mettre une autre pédagogie. Aujourd'hui, tout le monde n'a que ce mot en tête et c'est fondamental dans la vie en tant que citoyen. Donnez-nous du sens. Donnez-nous du sens. La motivation, elle vient parce qu'on sait pourquoi on le fait. Je suis prêt à me faire mal pour aller apprendre et aller faire des cours du soir, revenir le samedi. Je sais pourquoi j'ai ma motivation. Le sens, je l'ai. C'est mon parcours, c'est mon chemin. Eh bien, toutes les formations, parce que apprendre, ça ne se fait pas dans la légèreté, ça ne se fait pas dans juste le plaisir, ça ne se fait pas juste dans le fun, en dormant la nuit, en ayant le casque sur les oreilles. Si ça marchait comme ça se saurait. Eh bien, il faut nous dire pourquoi on va se former. Et la meilleure des manières, c'est d'aller se former en faisant, le learning by doing. En faisant les choses, je comprends ce qui me manque. Je comprends que l'objectif, le challenge qu'on me donne, c'est de réussir quelque chose. Mais je ne sais pas, je suis au début, je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas grave, pas de panique.
je vais vous mettre des ressources, des éléments de savoir sous plein de formes différentes. L'important n'est pas dans les ressources que l'on met à disposition, l'important c'est le point d'entrée, c'est le projet à réaliser, c'est l'activité pédagogique que l'on donne à faire, pour lesquelles on va mettre des apprenants en équipe, en groupe. On va revenir dessus tout de suite après, parce qu'évidemment, on ne va pas apprendre seul, et on va, au fur et à mesure, aller utiliser les ressources qu'on nous a mis à disposition autour pour pouvoir réussir. Et ces ressources, c'est de la matière première qui va me servir. Et elles peuvent être sous toutes les formes. Vidéo, texte, podcast, tout ce qu'on veut, c'est pas grave. L'important n'est pas dans le savoir. Le savoir, il est partout, il est présent partout. L'important, c'est comment on va s'en servir pour le mettre en pratique, et ce d'autant plus que les activités pédagogiques, on va les faire pour que ça soit sur cette notion fondamentale de transfert entre la capacité et la compétence, c'est-à-dire des activités qui vont m'amener à me servir de mes capacités pour les amener au réel, les confronter au réel, au plus proche des situations professionnelles. Ça, c'est ce qui va permettre d'aller développer de la compétence qui sera durable et qui est la seule chose qui importe dans le monde de l'entreprise. Ça, c'est de l'ingénierie pédagogique fondamentale que l'on a à faire, et c'est là que doit se faire la plus-value, et non pas dans la création des ressources et des contenus. Troisième élément, si vous voulez bien. Il y a Pierre-Alain qui t'applaudissait, Yannick, par rapport à ce que tu dis. Donc, je te fais un peu de feedback, comme ça, tu vois. J'ai volontairement, et je vous donnerai tous ces slides, mis, tiens, voilà les tendances actuellement. Dans la communauté EdTech France, il y a des boîtes, là, ces startups-là. Ne notez pas les noms, je vous les redonnerai. Ces boîtes-là, elles travaillent que sur du learning by doing. Elles ont intégré cette démarche pédagogique au cœur de leur plateforme, et ce qu'elles font, c'est juste génial. Ensuite, on a toutes ces dimensions de social learning, de mentorat et d'accompagnement. Alors, je vous l'ai dit, 93% des personnes ont besoin d'apprendre avec et par les autres. On est d'accord. Maintenant, comment ça peut se faire, ça? Il y a plusieurs niveaux d'accompagnement. Le premier niveau, c'est d'abord l'apprentissage par les pairs. Et ouais, comment est-ce qu'on va arrêter de toujours passer à côté des pépites qu'on a dans les entreprises? Il y a plein de personnes dans les entreprises qui savent plein de choses. Pourquoi est-ce qu'on irait acheter toujours les prestations des formateurs alors qu'on a plein de gens dans l'entreprise qui savent plein de trucs? Eh bien, si les formateurs ils changeaient de métier et ils venaient mettre en place des dispositifs pour pouvoir valoriser ce que savent certains collaborateurs dans l'entreprise, le mettre en partage aux autres. On résout des gros problèmes de management en faisant ça. On valorise les gens qui savent plein de choses et on leur permet d'être dans un rôle de diffuseur des contenus vis-à-vis des autres collaborateurs. Deuxième niveau, d'aller réaliser des activités pédagogiques en groupe. C'est fondamental. C'est fondamental. On ne peut pas aller apprendre seul. Et là, je fais une petite parenthèse, mais vous avez tous entendu parler des compétences transversales, clés fondamentales ciblées par l'OCDE sur les compétences d'avenir, parce qu'on n'est pas capable de dire quels seront les métiers dans 5 ans ou dans 10 ans, mais on est capable de dire quelles seront les compétences absolument indispensables, quel que soit le métier. Eh bien, dans ces compétences clés, je vais en citer 4 de l'OCDE, je vais en rajouter 2 autres. Il y a la créativité, il y a la communication, il y a la coopération et il y a l'esprit critique. Ces activités, pardon, ces compétences-là, comment est-ce qu'on va les développer? Ce ne sont pas des cours et des MOOC de créativité, de communication, de coopération qu'on va les faire. C'est parce que les activités pédagogiques que l'on fait faire à nos groupes d'apprenants vont les mettre en situation d'avoir à communiquer, coopérer, à faire preuve d'esprit critique en utilisant les ressources qu'on a mis à disposition, et qu'on va les mettre aussi à développer les 2 autres compétences indispensables, l'apprenance, la capacité à tout le temps continuer à apprendre et à trouver du plaisir, et la résilience, cette résilience que l'on a qui est nécessaire, parce que quand on me met en situation en learning by doing, je me plante, il y a plein de choses que je n'arrive pas à faire. Soit je n'ai pas de résilience et je m'arrête là, ou soit j'ai de la résilience qui va se développer au fur et à mesure parce que je suis accompagné, on va dire, mais non, regarde,
tiens, tu as telle solution et on va t'aider et on va faire de la situation d'échec quelque chose qui va me permettre de dire non, non, là, ok, j'ai un sommet à franchir, mais après, ça va aller beaucoup mieux et je vais réussir. Donc, faire ces activités pédagogiques en groupe, c'est aller développer en même temps que l'on forme tout le monde sur des hard skills, on va développer en même temps ces smart skills, ces compétences transversales indispensables. Parce que ça n'a plus de sens d'aller former des gens à des hard skills sans être en même temps en train de développer ces compétences transversales. Mais Yannick, par rapport à la crise qu'on vit, c'est un gros problème parce que finalement, on rencontre peu de gens nouveaux et puis on n'arrive plus à développer notre créativité, on a moins d'idées. Enfin, est-ce que tu as une baguette magique? Eh ben, c'est pour ça qu'on arrive quand même malgré tout avec des outils de type Klaxoon, etc., à faire du brainstorming, à faire tout ce qui va permettre quand même de se sentir qu'on fait partie d'un groupe, d'une cohorte, que l'on est ensemble. Pourquoi est-ce que les webinars ont fleuri depuis 1 an? Parce que justement, on a besoin d'aller transformer ces meet-ups dans lesquels, en plus, on pouvait boire un coup, manger un bout de fromage et tout ça. Ben maintenant, au moins, on se retrouve sur les webinars. Mais on a besoin de cet élément d'appartenance sociale à des organisations. Alors, ça ne comble pas tous les manques que l'on a en termes émotionnels et j'allais dire même affectifs, de dire sociaux, parce que, encore une fois, on a besoin de ça. Donc, on ne peut que espérer que ça va quand même évoluer rapidement, parce qu'on a fondamentalement, intrinsèquement besoin de ça. Évidemment, il y a aussi les niveaux échange de formes, etc. Mais on arrive maintenant au plus important. Le plus important, et j'aurais dû le mettre en gras, en rouge et énorme, le mentorat. J'utilise ce mot mentorat et non pas tutorat, parce qu'en France, le tutorat, c'est une fonction très particulière par rapport à l'apprentissage. On a un tuteur dans l'entreprise, mais appelons comme on veut. Tantôt, tutorat, mentorat, accompagnement, c'est une fonction dédiée des personnes qui ont à s'occuper, à prendre soin des apprenants, de leur manière d'apprendre, de leur parcours d'apprentissage, de leurs freins psychologiques, voire de leurs freins économiques, sociaux, de ce qui se passe dans leur vie, voire techniques par rapport à l'accès et à l'accessibilité des contenus. C'est « je m'occupe de toi pour savoir si l'objectif que tu t'es fixé, il y a une adéquation par rapport à ton positionnement au départ dans le parcours, est-ce que ta manière de t'organiser, est-ce que ta méthodologie de travail, elle est adéquate? C'est quelqu'un qui va toutes les semaines ou au pire tous les 15 jours, mais le mieux c'est toutes les semaines, passer un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure avec chacun des apprenants pour prendre soin de sa réussite. Évidemment, ça a un coût, mais ça, le fait de mettre ça en place, ça permet de faire que plus de 90% des personnes iront jusqu'au bout. C'est ce que Open Classroom a compris en le mettant en place autour de leur MOOC, avec de la pédagogie par projet et ce Success, comment il l'appelle, Student Success Service. C'est le service vraiment avec des gens qui sont dédiés pour aller prendre soin des apprenants. C'est moi, au niveau de Starlings, ce que l'on avait mis en place et où on est arrivé à plus de 95% des personnes qui vont jusqu'au bout. Parce que toutes les semaines, il se passe quelque chose. Toutes les semaines, on a soit un webinaire dans lequel on va se retrouver tous, soit un call en one-to-one entre un apprenant et le mentor, soit ou un regroupement physique dans lequel chacun va pouvoir parler. C'est fondamental. Cette notion de garder la place de l'humain, de l'accompagnement, c'est la clé fondamentale si on veut rendre le digital efficace. Yannick, oui. Je joue au méchant, j'agite la petite cloche, on n'a oui, plus que 4 minutes, c'était juste pour te tenir informé. Merci beaucoup. Voilà des entreprises qui travaillent là-dessus, qui ont fait des outils très très intéressants en plateforme de travail. Je vous donnerai ça. Voilà. Ensuite, il y a toute la puissance de l'IA, de l'intelligence artificielle, pour pouvoir réussir à faire qu'il y ait réellement des ressources qui soient granularisées, avec ce qu'on appelle le micro-learning, avec des parcours individualisés. C'est ce qu'on va appeler de l'adaptive learning, du responsive learning, c'est-à-dire qu'on va faire sur sa plateforme, son smartphone. Donc ça, il y a plein de choses géniales. Et évidemment, il y a toute la dimension dont j'ai parlé tout à l'heure, d'ancrage mémoriel, qui permet d'aller consolider la mémorisation
grâce à tout ce que les neurosciences ont apporté. Là-dessus, plein de boîtes travaillent là-dessus. Didas, Pitchboy, Woonos, Domocio, Evidence B, c'est fabuleux. Ce sont des pépites, hein, tout ça. Yannick, Enfin, je oui, t'interromps à nouveau. Il y a Patrick Hauser qui pose une petite pépite là quand même. En quoi tu appliques tous ces principes dans cette conférence, justement? non, je me suis On disait dédouané tout tout à à l'heure. l'heure au début de la conférence en disant que j'allais faire exactement l'inverse, hein, de ce que je disais, hein. Je suis bien d'accord, mais je suis tout à fait d'accord. La certification, ok, ça c'est aussi en termes de motivation quelque chose d'important. Pouvoir amener quelque chose qui à la fin va valider le parcours qui a été fait, alors que ce soit des certificats de marque, des blocs de compétences, des crédits SCTS pour les étudiants. En France, il y a tout ce qu'on appelle au niveau de la certification RNCP. Bref, une reconnaissance par le management, une reconnaissance qui permette aussi sur son parcours LinkedIn de montrer que ses compétences, elles ont de la valeur. Là-dessus, on a une dernière tendance qui est très intéressante, la XR. Pourquoi est-ce que je dis XR? C'est réalité virtuelle et réalité augmentée. Toutes les boîtes qui sont là, elles travaillent sur ça, sur le fait de pouvoir, grâce à des dispositifs en réalité virtuelle ou augmentée, développer soit des compétences techniques très précises, soit des compétences comportementales, avec des choses extraordinaires, par exemple pour aller lutter contre le sexisme, contre les agressions au travail. C'est fabuleux. Il faut vivre ça une fois. Tant que vous n'avez pas une fois mis un casque de réalité virtuelle pour faire la formation, vous ne pouvez pas en parler. Je vous invite à le faire. Le Pavillon, c'est une boîte à Paris qui ne fait que des démonstrations partout. Elle envoie même dans l'entreprise des casques pour que des services formation puissent aller tester plein. Ils font un inventaire de plus de 500 ressources de réalité virtuelle et augmentée. C'est vraiment le truc à ne pas louper. Ce qui est fabuleux avec la réalité virtuelle, c'est qu'on n'apprend plus avec le cerveau, on apprend avec son corps. Je suis psychomotricien à l'origine et pour moi, j'y tiens beaucoup. On apprend avec son corps parce que c'est le corps qui va vivre et qui ne va pas faire la différence entre la situation réelle ou virtuelle. Et ça permet d'aller s'entraîner à volonté, sans risque. C'est fabuleux. Presque les dernières tendances, le mobile learning, avec toutes ces boîtes-là qui font du quick learning, du mobile learning avec des grains très fins pour impliquer ça au maximum dans les situations de travail. Et enfin, la dernière tendance, c'est la voix. La voix 2021, c'est la voix avec des boîtes qui font des podcasts, qui font de l'analyse de la voix avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir travailler son expression orale, pour pouvoir faire par exemple de l'entraînement à la vente tel que je vais le mettre là-dedans. C'est Pitchboy qui fait ça, c'est fabuleux pour pouvoir s'entraîner à faire des pitchs de vente, par exemple. Et ça, eh bien, c'est une autre manière de se former qui change beaucoup, beaucoup. Ou Clapotis, par exemple, aussi, qui fait des ressources de formation. Tout ça, c'est des très, très belles boîtes. Voilà. Le Learning Show, c'est l'événement le 11 et 12 octobre à Rennes, avec cette notion, c'est que ce ne sont que des ateliers immersifs expérientiels. Il y a 0 conférencier chiant comme moi, là, comme vous venez de vous supporter pendant 1 heure. Ce ne sont que des ateliers dans lesquels, en groupe de 20, de 40, de 60 personnes, vous allez vivre des situations sur l'innovation pédagogique. Ce sont des organismes de formation, ce sont des formateurs, ce sont des boîtes EdTech, ce sont des gens qui travaillent, qui vont venir du monde de la danse, du monde de la cuisine, du monde de partout et qui viennent faire des choses incroyables pour vous permettre de rafraîchir votre parcours, votre vision sur les innovations et la pédagogie. Voilà. Merci Yannick. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on vous relayera. Et on va donner la parole à Philippe Gachet, que j'avais présenté au tout début, pour nous faire la synthèse de ce qu'on a vu. Donc, bonne chance Philippe, on a parlé de fois, de Pitchboy, d'indicateurs, d'outils collaboratifs, de RSE, de RE. À toi la parole. Merci Isa, je ne vais pas faire un résumé des abréviations, surtout pas après un conférencier chiant comme il s'est décrit. Je crois que vous ne partagerez pas son avis, j'ai beaucoup apprécié. Si vous vous rappelez où on a commencé, on voulait découvrir un peu, enfin déconstruire un peu nos croyances par rapport au digital. On voulait explorer des pistes
On se disait qu'on allait peut-être pouvoir exploiter même quelques indications, le potentiel du digital. Et puis, on s'espérait à trouver des chances pour nos formations, nous, formateurs, formatrices, qui nous sommes sentis bien, bien seuls durant cette année. Ben voilà qu'après 15 minutes d'introduction, on était déjà tous en train de parler, d'échanger. Qu'est-ce que ça faisait du bien de parler à des pairs comme ça. Et on s'est fait couper. Du coup, on a bien fait parce que Yannick nous a emmenés dans un voyage autour du monde. Rappelez-vous, depuis sa Bretagne, il était cet après-midi à Austin, Texas, et puis il nous a balancé en Afrique, on a passé en Afrique noire, on est passé au Maroc, on est parti chez les British avec un timbre pour revenir en Inde pour comprendre d'où on venait avec ces premières formations à distance. Ça faisait déjà beaucoup. Donc, on était en train de voyager en géographie, et puis il nous a fait un résumé d'histoire pour remettre un peu la formation comme on la vit maintenant, mais surtout cette formation d'avant Covid en perspective. Du coup, quand il y a eu cette crise-là qui est arrivée, il nous a parlé de ce que nos gouvernements nous ont dit. Ça fait vieux, ça fait 12 mois. La continuité pédagogique. Ça nous paraît bien, bien loin, et pourtant, c'est ce qu'on a dû faire, c'est ce qu'on a dû mettre en place. Heureusement, il nous a donné quelques pistes un petit peu. Il nous a mis du baume au cœur aussi en nous disant que c'est bon, il n'y avait pas tout qui allait parler dans les MOOC, les TOOC et autres trucs. On allait pouvoir, si on s'y prenait bien, si on mettait de l'humain là au milieu, faire des kick-offs, rencontrer des gens. Il fallait pour ça qu'on ait des intervenants exceptionnels. Ça va bien, c'est vous, c'est moi, on a du job. Il fallait qu'on trouve des lieux qui faisaient waouh. Il fallait qu'on mette de l'événementiel, il fallait qu'on mette de l'émotion et de la mise en pratique. Donc apparemment, on a encore beaucoup, beaucoup de jours devant nous, des jours très, très heureux pour faire ça. On a entendu des chiffres, on a parlé de ces 5 ou 6% de la population capable d'apprendre seule. Ceux-là aussi, on va les accompagner, mais il y a aussi tous les autres, tous ceux qui attendent que nous mettions du cœur dans nos formations, pas seulement notre cerveau, puisqu'apparemment, il ne peut pas faire tout seul. On doit dorénavant apprendre avec son corps et on va apprendre à vivre et à apprendre avec notre cœur. Merci beaucoup. Je passe la parole à Isa. Yannick, quelqu'un veut prendre la parole? Oui, mais très bon résumé, j'aime beaucoup. Je prends. Magnifique résumé, oui. Merci beaucoup. Ouais, je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, qui veut réagir. Tu sais, quand on entend toutes ces modalités, hein, on peut se dire, oh là, mais où est-ce qu'on va? Et il y a quand même bien des projets qui sont intéressants. Yannick, t'as parlé d'un projet tout à l'heure qui parlait de dyslexie. En fait, c'est la medtech qui s'intègre dans la edtech, donc la médecine éducative qui s'intègre dans la technologie éducative. Donc voilà. Tout à fait. Ah. Non, pardon. Alors ça, bravo. Quelqu'un veut réagir? Ah oui, Thierry. Je vais laisser. Ok, non, c'est bon. Donc, moi, j'ai peut-être, c'est Maryse. J'ai peut-être une question pour Yannick concernant tous ces éléments très intéressants qu'il a apportés sur tout cet aspect de social et blended learning, enfin tous ces éléments importants pour réussir la formation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à tous les aspects, entre guillemets, institutionnels? C'est-à-dire que quand on fait de la formation dans une grande entreprise, on a quand même certains challenges et certaines contraintes qui touchent par exemple à l'organisation du travail, qui touchent au processus, qui touchent à la hiérarchie, qui touchent au travail d'équipe, au fait qu'on doit être... qu'on a peut-être on doit être présent sur les postes de travail, qu'on ne peut pas forcément étudier en même temps avec nos collègues, et surtout la résistance, je ne veux pas utiliser le mot résistance, mais surtout comment est-ce que vous arrivez, par exemple, vous, à convaincre des entreprises, si vous arrivez à le faire, et je suis sûre que oui, à adopter ce nouveau chemin alors que ça génère surtout un grand changement d'état d'esprit où on doit laisser les gens
entrepreneurs eux-mêmes de leur formation et ne pas les suivre, les traquer, les former, les certifier parce que le système le demande. C'est de passer d'une vision telle que ça s'est déployé pendant là, quasiment 20 ans, où on est passé de la gestion de l'information, comme on était dans la gestion des ressources humaines, la gestion du personnel, hein, comme on disait avant. Ben on est resté un petit peu avec cette vision de la formation, on est dans la gestion de la formation avec des outils tels que les LMS, dans lesquels on trace les gens, dans lesquels on leur redonne la responsabilité en leur disant, attendez, regardez, on a acheté le catalogue de telle boîte américaine, vous avez toutes les formations. Donc maintenant, vous ne vous formez pas, c'est votre problème, c'est vous le problème. C'est vous qui avez la responsabilité de le faire. Si vous ne voulez pas le faire, on se dédouane. Ça, c'est la vision du vieux monde. Maintenant, pour moi, dans les entreprises, de plus en plus, c'est le métier qui commande. Et le métier, il dit, mais attendez, mais moi je ne veux pas qu'on me gère la formation. Ça, c'est votre salade et c'est votre truc interne. Moi, ce que je veux, c'est j'ai des vrais besoins. J'ai des vrais besoins de personnes qui doivent réellement monter en compétences. Ça, c'est pour le management. Et à ce moment-là, le management, je dois l'impliquer totalement. On ne peut pas faire de formation sans que le management soit au cœur du dispositif. C'est-à-dire que le manager qui va non seulement donner le temps pour se former, reconnaître la montée en compétences, accompagner, on ne peut pas faire de dispositif. Tiens, j'ai oublié de parler de l'ingénierie de formation. J'y pense de leur donner ma définition. Le manager, il doit être au cœur de ça, obligatoirement. De l'autre côté, c'est d'aller remettre une culture de l'entreprise apprenante. C'est-à-dire réussir à repasser ce message au niveau de tous les collaborateurs, que ce soit dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Aujourd'hui, en 2021, on est passé d'une gestion des compétences qui était sous forme de stock, où plus je grandissais, plus je vieillissais, plus j'accumulais dans mon stock de compétences des choses qui allaient durer longtemps et qui allaient me valoriser. Aujourd'hui, on est dans une gestion de flux. Ma compétence, suivant le domaine, elle va avoir 3 mois de validité ou 3 ans maximum. Au bout de 3 ans, elle ne vaut plus rien. Donc, si je ne continue pas en permanence à me former, eh bien, je suis out. Et ça ne regarde pas simplement l'entreprise, ça me regarde moi dans mon parcours de vie. Et donc, l'entreprise, elle a la responsabilité de mettre à disposition tous les moyens pour permettre aux collaborateurs de continuer à être dans le coup et de continuer de renouer avec le plaisir d'apprendre, de développer ses compétences au bénéfice de l'entreprise ou pas. Parce que le parcours de chacun, maintenant, avant, on faisait sa carrière dans une boîte. Maintenant, on sait que moi, je suis à 15 métiers différents. C'est là où je suis slasher et je suis un petit peu en avance de phase. Mais toute personne qui sort de formation aujourd'hui, qui sort de l'université, sait qu'il va faire au moins 4 ou 5 métiers différents. Donc, le nombre d'entreprises qu'il va faire, c'est encore bien plus. Donc, c'est une responsabilité, on va dire, à l'échelle de la société maintenant, cette question de la formation. Et il faut repositionner ça, il faut remettre ça dans les valeurs de l'entreprise. Et là, c'est la direction, c'est le management, il y va même de la question de la pérennité de l'entreprise. Hein. Si on ne met pas la question du développement des compétences au cœur de toute la politique RH, on risque d'être évacué assez rapidement. Merci Yannick. Je rebondirai avec une remarque de Simon de Migros qui disait qu'il faut aussi avoir l'audace d'aller bousculer la hiérarchie et les choses établies pour parler d'évolution culturelle et mondiale et donner du sens et tester les choses et créer du succès qui donne confiance. En transition digitale, on parle de quick win. Les quick wins, c'est les petites victoires qui font que ça donne de la bonne presse au projet. Et il me semble que Maxime Sorel dit attention au risque de l'épuisement et la fatigue d'être soi. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de partir, donc je vais donner la parole à Manila Mara pour juste le mot de la fin. Merci Manila. Juste pour terminer, moi, juste avant, à votre disposition pour tous ceux qui veulent continuer. Je suis très présent sur LinkedIn, hein, donc vous me retrouvez très, très facilement.
vraiment ravi d'avoir échangé avec vous tous et de pouvoir vraiment vous avoir accompagné. Si j'ai pu vous éclairer, vous amener des choses aujourd'hui, c'était un grand, grand plaisir. Merci beaucoup Yannick. Oui, je pense que tu nous as amené beaucoup de choses. Donc je passe la parole à Mani.